Et donc, j'ai créé Overlord, comme tu le disais, qui est une société connexe qui va rendre des services aux clients historiques du cabinet pour les accompagner sur des aspects à la fois technologiques, réglementaires, comptables, secrétaire juridique, etc. Toutes les petites tâches qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée, qui leur prend beaucoup de temps et que personne ne faisait vraiment très très bien avec une technologie, métier, pensée spécifique. Est-ce que tu vois finalement que les bons marketeurs, les bons communicants, les bons gestionnaires, finalement, sont les bons managers de fonds d'investissement ou... C'est sûr que le nerf de la guerre, pour moi, c'est arriver à lever de l'argent auprès de ces investisseurs. Celui qui communique le mieux, qui inspire le plus la confiance, le plus de professionnalisme. C'est ce qu'on dit, hein, même si tu as un super produit, si tu n'arrives pas à le vendre, bah, tu n'auras pas de boîte, quoi. Il y a plein d'opportunités. Tu sais, par chance, moi, je me rends compte... sur les petites structures, on n'est pas très sensible à la conjoncture macroéconomique, tu vois. Et c'est ce que je dis à tous mes confrères qui veulent se lancer ou quoi que ce soit, mais c'est pas grave la conjoncture économique. Donc ceux qui ont cette âme aventurière, allez-y, lancez-vous, ça se passera très bien. Et Hello Gaspard, welcome. Merci beaucoup. J'ai voulu t'inviter parce que je voyais tout ce que tu faisais sur les réseaux sociaux. Et je trouvais que c'était hyper pertinent. Je m'intéresse un petit peu à la finance et au M&A déjà parce que je bossais avec les avocats, mais aussi parce que je trouve que c'est assez passionnant. Et donc, toi, tu es avocat, tu accompagnes les entreprises dans leur financement et tu es aussi entrepreneur. Donc, avocat inscrit au barreau de Paris, de Londres, de New York, bon, ça claque déjà. J'imagine, accompagnes des clients à l'international. Tu es un entrepreneur qui a créé une plateforme pour accompagner justement tes clients dans les aspects administratifs et réglementaires de leur activité. Ça s'appelle Overlord. Tu vas nous en parler. Et j'avais envie de parler de plein de choses. Tu as fondé ton cabinet, tu es jeune, tu as une activité accessoire en plus de ce cabinet-là, qui a l'air de devenir d'ailleurs ton activité principale en matière de communication du moins. Tu vas nous en dire plus. Et de ce podcast, j'avais envie d'aborder l'aspect un petit peu entrepreneurial de la profession d'avocat. À quel point, en fait, ça peut aider dans le développement de ta clientèle, mais aussi dans ta manière d'accompagner tes clients et pousser peut-être d'autres à suivre. Je sais qu'il y a en fait beaucoup d'avocats qui me contactent et qui me disent « Ah, j'ai une idée ». En règle générale, je leur dis « Focus-toi sur ton activité ». Parce que là, ton idée, elle n'est pas folle. Mais là, en l'occurrence, la tienne, elle est hyper pertinente. Et donc, en plus, toi, tu vois des paquets de projets entrepreneuriaux. Tu vois des paquets de projets se lancer. Donc, je pense que tu as l'habitude de savoir si un projet est bon ou non. Et donc, j'ai envie d'aborder un petit peu tous ces sujets-là avec toi. Donc, la première chose que je vais te demander, c'est de te présenter. Là, je t'ai mis plein d'éléments de ton parcours. C'est un peu éclaté. Mais l'idée, c'est que tu mettes un peu de précision autour de ça, qu'on comprenne vraiment qui tu es, ce que tu fais. Donc, Gaspard, qui es-tu ? Je te laisse te présenter. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis ravi d'être là et d'avoir l'occasion d'échanger avec toi. Pour me présenter rapidement, je suis donc effectivement avocat. J'ai une spécialité en fonds d'investissement. C'est une spécialité assez rare, un peu précise, que j'ai acquise à Londres. J'ai fait mes études à Columbia, mon LLM, ma dernière année. Okay. Avant, j'étais à Paris 1 et Paris 2. Et après Columbia, j'ai eu vraiment par le plus grand des hasards la chance d'intégrer un cabinet américain à Londres, le cabinet Proskauer, dans une équipe très spécialisée. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire avant de commencer cette nouvelle aventure. Et il s'avère que c'était une équipe spécialisée en fonds d'investissement. Donc c'était des spécialistes qui savaient à la fois constituer, structurer, conseiller des fonds d'investissement, des managers de fonds d'investissement, et les accompagner dans les opérations et le déploiement de l'argent de ces fonds d'investissement. Un fonds d'investissement, c'est grosso modo une poche d'argent, des investisseurs mettent au pot et un manager va le gérer et bien l'investir pour eux et essayer de leur générer un retour. Et nous, on accompagnait à Londres des managers, tu imagines, qui levaient des milliards, c'était des très très grosses sociétés de gestion. J'étais ravi de cette expérience, à la fois internationale et très utile en termes d'apprentissage. J'aurais jamais pu l'apprendre par moi-même et j'aurais pas appris de la même manière si j'étais tout de suite rentré en France. Il y a des pratiques spécifiques à Londres. Par chance, on était pré-Brexit, donc j'étais encore dans le cadre de la réglementation de l'Union européenne. Donc tout ce que j'ai appris là-bas a pu être réutilisé quand je suis revenu à Paris. Et donc oui, je suis revenu à Paris en 2020, au moment du Brexit, et c'était aussi le Covid, enfin
les étoiles s'alignaient assez bien. J'avais envie de bouger. J'ai vu des offres à Dubaï, tu vois, par exemple, pour continuer à faire du fonds d'investissement. Comme tu dis, j'avais le barreau de New York et de Londres, donc c'était assez facile de continuer dans une place financière. Singapour, Dubaï, etc. Alors, les sirènes de l'argent m'ont fait des champs qui étaient plutôt alléchants, mais je voulais refaire ma vie à Paris. Et plutôt que de continuer sur le circuit des grands cabinets, j'ai décidé de créer mon propre cabinet. Alors, c'était pas simple parce que je revenais d'un endroit très différent où j'avais pas de contact particulièrement ou quoi que ce soit, donc je repartais un peu de zéro, mais j'avais un bagage de compétences assez rare. Et c'est là-dessus que j'avais misé, en me disant que j'allais pas faire la concurrence aux très gros cabinets d'avocats, parce qu'eux, ils sont très établis, ils sont très structurés, ils ont une notoriété, ils ont des clients, etc. Ils s'adressent très bien aux très grosses sociétés de gestion. Mais par contre, quand on veut lancer un fonds d'investissement de petite taille, ce qu'on appelle un first-time fund, ben on n'a pas 200 000 euros à mettre tout de suite pour payer un avocat qui va nous présenter à l'AMF ou nous faire un règlement de fonds d'investissement ou nous accompagner sur un dossier d'agrément ou quoi que ce soit. Donc, il y a vraiment une question d'adéquation entre une demande de bootstrap quasiment, comme tu disais, c'est des entrepreneurs. Ils ont besoin d'avoir un spécialiste. Ils peuvent pas parler à un généraliste parce que le généraliste, il prendrait des risques à faire ça. Il saurait pas exactement quoi faire. Les conseils. Il y a beaucoup de pratiques de marché aussi. C'est pas que du droit, mais c'est aussi connaître les acteurs, savoir comment est-ce qu'ils négocient, qu'est-ce qu'ils négocient, comment on rédige certaines clauses. Et ça, c'est pas que de la réglementation financière, mais c'est aussi de la pratique financière. Et donc, j'ai créé ce cabinet pour m'adresser à ces petits clients qui n'avaient pas d'interlocuteurs spécifiques à l'époque, ou très peu en tout cas, et mon offre leur correspondait assez bien. Et en accompagnant ces petits clients, j'ai constaté que je pouvais leur apporter plus de services, que dès qu'il y avait des sujets de back-office qui étaient un peu chronophages pour eux et assez coûteux, donc dès qu'il y avait un sujet administratif, comptable, secrétariat juridique, réglementaire, etc., ils perdaient beaucoup de temps, c'était pas leur valeur ajoutée. Eux, ils voulaient faire des deals, ils voulaient faire de l'investissement, ils voulaient déployer des centaines de milliers, des millions, des dizaines de millions à droite à gauche, mais surtout pas se soucier des sujets back-office. Et comme c'était des petites équipes, ils les géraient très mal. Et donc, j'ai créé Overlord, comme tu le disais, qui est une société qui s'inscrit dans ce qu'on a le droit de faire en tant qu'avocat, qui est une société connexe qui va rendre des services aux clients historiques du cabinet pour les accompagner sur des aspects à la fois technologiques, réglementaires, comptables, secrétaire juridique, etc. Toutes les petites tâches qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée, qui leur prend beaucoup de temps et que personne ne faisait vraiment très très bien avec une technologie métier pensée spécifiquement pour ça. Ok, très clair. Donc toi, pourquoi tu t'es dit, je vais lancer mon cabinet, alors même que justement tu nous parlais que tu avais, comme tu dis, les sirènes de l'argent. Qu'est-ce qui t'a poussé à dire, vas-y, je prends le risque, même si je prie plus ou moins partout, parce que tu as développé une spécialité où j'imagine, même si tu peux pas être pris partout dans tous les cabinets généralistes, les cabinets qui recherchent ce type de compétences n'attendaient qu'une chose, c'est de te récupérer. Pourquoi tu t'es lancé? Qu'est-ce qui fait que finalement tu as pris ce risque-là? Alors c'est vrai que c'était un pari qui n'était pas gagné au départ, et il m'a fallu du temps d'ailleurs pour que ça se concrétise. Ça tu t'es lancé solo déjà? Ouais, solo, tout à fait solo. C'était en septembre 2020. Alors effectivement, j'avais une offre de Morgan Lewis à Dubaï, tu vois, c'était 200 000 euros net d'impôts. Donc tu te dis, bon, c'est pas mal, tu fais 16 000 euros par la fin du mois, t'es pas mécontent. J'avais des offres à Paris. Le truc, c'est que par chance, il y a un gap de salaire entre Londres et Paris. Donc forcément, tu acceptes un pay cut quand tu reviens à Paris. Moi, je me disais, si c'est pour gagner 100 000 euros dans un cabinet, en fait, je peux aller les faire tout seul, c'est pas trop difficile non plus. Tu vois, je connaissais bien le ratio que pratiquaient les cabinets. Grosso modo, ils te payent 1, ils gagnent 10, ils te facturent 10. Tu vois. C'est vraiment ça, le nombre d'heures que tu fais et ce que tu rapportes au cabinet. C'est souvent ce ratio-là. Parfois, c'est un peu moins bien, parfois, c'est peut-être 1 sur 5, mais ça reste très important. Donc, je me suis dit, écoute, tu as une spécialité, tente ta chance. Comme tu dis, au pire du pire, tu vas retrouver dans 6 mois un cabinet. Il y en a 4-5 qui sont très bien établis, qui ont toujours besoin de recruter. Le marché est en croissance. Il y aura pas, c'est pas un risque dingue non plus qui est pris. J'avais mis de l'argent de côté. Allez, je tente. Mais il s'avère que j'avais un vrai profond besoin d'indépendance aussi, de liberté sur mon temps, sur ce que j'allais faire. Parce que je désespérais quand à Londres, j'arrivais devant mon bureau, il n'y avait pas rien à faire, tu vois. C'était l'époque, il n'y avait même pas de télétravail, donc tu étais là, tu attendais qu'un dossier t'arrive. Je me disais, mais c'est quoi ce temps perdu de ma vie où je suis devant un ordinateur à ne rien faire et payé à ne rien faire? Mais je m'en fiche d'être payé, en fait. Je veux que mon temps soit bien utilisé. Et donc, je m'étais même promis, je m'en souviens, le deuxième jour de ma collaboration à Londres, quoi qu'il arrive,
quoi qu'il se passe derrière, je créerai mon cabinet après cette expérience-là. Je voulais faire une expérience de cabinet, pas plus. Si je devais être viré le 3e jour, j'aurais tenté de manière totalement différente. Il s'avère que je suis resté pendant 2 ans et que j'ai appris plein de choses, et tant mieux parce que j'en ai absolument besoin aujourd'hui. Mais c'était une promesse que je me suis faite à moi-même, que j'ai failli ne pas tenir, hein, forcément, quand c'était la crise Covid, etc., et que j'avais des belles propositions à droite à gauche, j'ai quand même sérieusement hésité. Et puis voilà, je me suis lancé. Ça n'a vraiment pas été simple, hein. Tu sais, je me suis lancé en septembre. Septembre, 0 € de chiffre d'affaires. Octobre, 0 € de chiffre d'affaires. Novembre, 0 € de chiffre d'affaires. Enfin, tu vois, parce que tu te lançais pendant le Covid, il ne se passait rien. Ouais, puis tu as la traversée du désert, tu vois, tu connais personne. Donc, bah ouais, tu prends contact, tu vas revoir les gens que tu connais, etc. Tu te fais connaître. Puis avant, avec un dossier, tout le monde te dira, c'est pas... on n'achète pas, tu vois, un avocat comme on achète une barre de chocolat en 1 seconde. Donc forcément, c'est des relations qui prennent du temps, mais tout de suite, j'ai rencontré des gens intéressants. Et assez vite, ça a bien pris. Par chance, j'ai eu quelques gros dossiers qui ont suivi, qui m'ont permis de me rassurer sur... Et comment tu les as trouvés, ces dossiers? J'ai vu que tu communiquais beaucoup. Alors, au début, je reposais beaucoup ma stratégie sur la recommandation entre avocats. C'est quand tu as une bonne spécialité... et que les autres ne vont pas le faire, et ben, si tu te fais connaître, tu sais qu'on va te les apporter naturellement. J'ai une bonne amie qui fait des procédures collectives, c'est très technique, et ben, elle me dit 100% de ses clients viennent de recommandations d'avocats, parce que personne ne sait vraiment faire ça, sauf les spécialistes. Donc moi, c'était cette logique-là. Alors après, le fonds d'investissement, tu ne croises pas forcément des gens tous les jours qui vont lancer un fonds d'investissement, mais la question se peut se poser, parce que tu vois, il y a des club deals, il y a des petits VC, des solo GP, il y a plein de gens qui veulent quand même faire de l'investissement à titre professionnel, et donc moi, j'ai assez vite eu des plateformes de crowdfunding, des club deals, différents acteurs, des CGP, des family office, des gens qui, leur métier allait être l'investissement à 100%. Et donc, ils sont venus à moi d'abord par du bouche à oreille. Et quand j'ai lancé ce service technologique Overlord, c'était une ambition un peu plus grande. Tu vois, on sortait du cercle stricto sensu de l'avocat. Et je me suis dit, bon, bah là, je peux communiquer de manière un peu plus libre. Après, le barreau ne nous interdit pas non plus, sauf à être outrancier, de la communication. Surtout, moi, j'essaye de faire de l'éducation financière. Donc, c'est pas de la communication commerciale. Mais je veux dire, à partir de 2022, tu vois, 2 ans plus tard, je me suis dit, bon, bah, le bouche à oreille, c'est sympa, ça permet de faire tourner une boutique, je suis tout seul ou avec un collab ou un associé, etc. Cool, mais je veux passer à une autre échelle, je veux rentrer sur la scalabilité, donc là, il faut communiquer. Alors vas-y, lance-toi sur LinkedIn, poste. Un peu comme tous les fondeurs de start-up à l'époque. Ouais, exactement, ouais, c'est ça, c'est du marketing viral qui permet de se faire connaître, de démontrer une expertise. Mon thème à moi, au départ, et après je l'ai un peu élargi, c'était vraiment expliquer comment fonctionnaient les fonds d'investissement. Personne ne le faisait, et pourtant on entend cette industrie du fonds d'investissement partout qui gère des centaines de milliards, etc. Donc ça intéressait les gens. J'ai reçu quelques likes, et là très très vite, ce qui était sympa, c'est que ça a vraiment bien marché. Et à partir du moment où j'ai commencé, alors le cabinet fonctionnait, tu vois, il tournait très raisonnablement, j'avais pas de problème. Mais à partir du moment où j'ai commencé à communiquer, bon bah là j'ai pu avoir un rendez-vous client par jour, tu vois, sur une niche quand même très précise. Donc c'était le billet derrière, il est important. Et tu avais déjà pensé à Overlord quand tu étais en train de développer à Londres, enfin quand tu étais en train de hésiter à te lancer à Londres, ou c'est ton expérience en tant qu'indépendant individuel pendant 1 an, où tu dis, voilà, il me faut un outil où je galère sur toujours les mêmes problématiques, finalement ça va m'aider. Comment tu as eu l'idée de développer une boîte qui finalement, c'est une start-up dans un sens, hein. Enfin, c'est une forme de start-up. Bien sûr, ouais, tout à fait. Alors pas du tout quand j'étais en cabinet. Au contraire, je me rappelle une conversation avec un pote qui est un avocat de nouvelles technologies, et lui il m'a dit, ouais, j'aurais bien aimé lancer une legal tech et tout. Moi je lui disais, mais c'est quoi cette idée bizarre de lancer une legal tech? Ça me tente pas du tout, quoi. Moi je suis avocat, ça me va très bien. Et en fait, j'ai accompagné une société qui faisait des choses assez similaires, qui s'appelle Vauban, à Londres, et je connaissais assez bien les fondateurs, on échangeait, et je comprenais qu'il y avait de bonnes solutions à l'étranger qui risquaient d'arriver en France à un moment donné. Et donc je me suis dit, ne laisse pas les braconniers du droit, comme on disait à l'époque, venir sur ton terrain, occupe-le tout de suite, apporte ta valeur ajoutée, développe cette technologie, engage des équipes, et vas-y, fais-le toi-même, préempte le marché. Donc c'était dans cette logique-là que je l'ai faite. Et après, j'ai été passionné par cette
nouvelle dimension de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que quand tu es un avocat et que tu te lances ton cabinet, c'est déjà de l'entrepreneuriat. Clairement, tu te jettes dans la piscine, tu dois trouver tes clients, faire de la com, entretenir des relations. C'est plus du tout la même chose qu'être collaborateur. Et alors, quand tu te lances dans une entreprise qui a beaucoup plus d'ambition, qui veut croître assez vite, qui va avoir beaucoup de clients, qui veut développer de la tech, etc. Alors là, ça devient de l'entrepreneuriat XXL, tu vois. Même si, comme tu le dis, on est encore à une échelle à peu près start-up, hein, même si on commence à générer un chiffre d'affaires assez stable et puis on est quand même rentable. Mais là, ça devient fascinant parce que tu as des thématiques de recrutement en permanence, tu touches de moins en moins au droit parce que tu as des juristes, tu as des gens autour de toi qui vont t'aider à travailler les sujets techniques et tu es plus sur des questions stratégiques, de marketing, de produits, etc. C'est vraiment une autre dimension et qui aujourd'hui me passionne pleinement et c'est là-dedans que je m'épanouis. Et justement en marketing, parce que alors toi tu es très bon je trouve en marketing dans le sens où du moins en termes de communication, c'est clair, tu as à chaque fois les posts, moi je me suis fait avoir donc alors que je ne cherche pas à créer un fond et tu vois ça m'a intéressé et à chaque fois je lisais et tu as des gens quand même comme ça où tu vois leur post et naturellement tu vas l'ouvrir et les lire. Moi à chaque fois c'était le cas et c'est pas pour tout le monde parce qu'en règle générale tu scrolls et est-ce que c'est d'avoir aider des entrepreneurs à développer leurs projets et j'imagine regarder leur marketing et accompagner j'imagine des investisseurs dans leur choix, est-ce que c'est d'avoir justement cet œil là extérieur je vois ce qui marche bien maintenant en marketing parce qu'en fait j'accompagne tout le temps des gens qui cherchent à trouver des bons founders pour gérer des boîtes, etc. Ou c'est parce que tu as plongé dans des bouquins et ou tu as plongé dans des vidéos YouTube de marketeurs. Comment tu as appris tout ça ou c'était sur le tas, un peu au feeling? Alors, il y a un peu des trois. C'est-à-dire que oui, j'avais des clients qui étaient de bons marketeurs et c'était intéressant de les voir. Et je me disais, ouais, tiens, c'est intéressant. Et on échange toujours, tiens, créateur de contenu ou autre, comment tu fais, qu'est-ce que tu fais. Il y a un peu de ça. Forcément, j'ai regardé des vidéos, j'ai lu des livres, j'ai essayé de comprendre comment ça se passait. Mais fondamentalement, je pense que ça vient de mon appétence pour la pédagogie. C'est-à-dire que comme j'avais des petits clients qui se lançaient pour la première fois sur du fonds, il fallait repartir de zéro avec eux à chaque fois. Tu vois. Et ils avaient des compétences superbes en investissement, en entrepreneuriat, en tout ce que tu veux, mais le fonds, ils ne savaient pas ce que c'était. Alors que quand tu travailles avec une très grosse société de gestion, elle a déjà les bases, elle sait déjà comment ça fonctionne, et donc elle a moins besoin que tu reprennes le b.a.-ba. Comme je reprenais déjà quotidiennement le b.a.-ba avec mes clients, je me suis dit, tu retranscris ça sur un format LinkedIn un peu péchu, avec des explications très vulgarisées, très synthétiques, avec 300 mots, et ben voilà, tente le coup. Et c'est vraiment ce que j'essaye de faire. C'est-à-dire, et d'ailleurs, mon contenu est nourri par mes conversations quotidiennes. Ouais. Quand j'ai un client qui me pose une thématique, une question, je la balance sur LinkedIn en disant, voilà, on a réfléchi à ça, voilà la solution à laquelle on arrive, voilà ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et donc, je pense que fondamentalement, c'est l'envie de partager, et de faire de la pédagogie, d'expliquer aux autres comment notre domaine fonctionne, parce que le droit est partout. Tu vois, on pourrait parler des procédures collectives, parce qu'il y a des sociétés qui font faillite tout le temps, ou qui sont rachetées tout le temps. Il y a plein de sujets de l'activité économique qui se prêtent à un bon format LinkedIn. Moi, j'ai pris celui du fonds d'investissement, puis après, je l'ai un peu élargi aux thématiques connexes du fonds, tu vois, les LBO, l'investissement au sens large, le TRI, etc., etc. Ok, trop bien. Mais c'est vrai que ça se voit, et puis c'est une bonne manière de procéder, de prendre ce qui tombe. Finalement, si ta question est posée, c'est qu'en fait, elle est posée par plein d'autres gens dans leur tête, et tu réponds à plein de problématiques, et tu le fais de manière très claire, et c'est très fort. Et là, aujourd'hui, Overlord, vous êtes combien vous êtes dans quel stade, du coup, en termes de développement? Alors, c'est intéressant que tu poses la question, parce qu'on est un peu à un stade de pivot. C'est-à-dire que là, sur notre activité historique, qui était la constitution de fonds d'investissement, etc., l'accompagnement, c'est très stable. Tu vois, on est content. On a 2 développeurs, un back, un front. On a mon bras droit qui est très, très, très utile, très pertinent. Et on a une galaxie de prestataires freelance qui nous aident. Tu vois. Donc à la fin, on est peut-être une dizaine à travailler sur le projet, ce qui est une bonne taille artisanale. Mais on va faire un peu un pivot maintenant, parce que la technologie est mature, tu vois, elle a été bien développée, ça fait longtemps qu'on travaille dessus, et on va la mettre à disposition de fonds beaucoup plus gros. C'est-à-dire que la typologie historique était des petits fonds, on va rester dessus et on les accompagne, on adore ça, c'est très bien. Mais maintenant, on est capable d'aller proposer ça à des fonds beaucoup plus importants et qui vont l'utiliser pour gérer leur communauté retail. Parce qu'il y a un énorme sujet dans le monde de l'investissement actuel, c'est les petits porteurs qui veulent investir dans l'économie réelle, mettre leur argent en dehors du livret A ou des circuits bancaires opaques sur lesquels ils ne comprennent rien, mais investir en fait avec des managers professionnels dans
dans la chaîne de boulangerie, tu vois, dans n'importe quelle industrie ou dans l'impact, dans la transition écologique, et vous etc. allez être l'intermédiaire. Et nous, on est cette interface, voilà, exactement. Avec la technologie, on arrive, on va gérer cette communauté pour eux, on va automatiser des process pour eux, on va les aider à scaler avec leur communauté retail, parce que ça peut être beaucoup de petites tâches, encore une fois, qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée pour les grosses sociétés de gestion. Donc l'idée, c'est qu'on leur donne des outils qui vont leur permettre d'aller sur ce nouvel Eldorado. Et ça va être un peu sous forme de marque blanche ou Exactement. On fait que de la marque blanche, nous. Donc toute notre technologie, elle est pensée pour permettre aux autres de développer leur club deal, développer leur plateforme de crowdfunding, on va jamais être une marketplace où on va faire du matchmaking entre des investisseurs et des investissements. Au contraire, nos clients, ils viennent... Alors, il y en a qui le font. Il y a des gens qui ont pris ce créneau-là. Nous, pas du tout, parce qu'on considère que la richesse d'un fonds, c'est ces investisseurs. Il ne faut pas les toucher, il ne faut pas les vendre aux autres, il faut les sanctuariser. Donc, on les sanctuarise sur une marque blanche. Et comme ça, on développe. On a une 40aine de marques blanches actives aujourd'hui qui lèvent de l'argent auprès de leur communauté, qui grossissent. C'est des boules de neige qui se mettent en place. Et l'idée, c'est que maintenant, on peut le proposer à des gens qui veulent lever des dizaines, des centaines de millions d'euros par an auprès du retail. Et donc, on est même en procédure auprès de la CPR, de l'AMF pour obtenir des agréments, des choses comme ça, pour pouvoir scaler vraiment notre activité, même en Europe maintenant. Donc si ça se passe bien. Pour le coup, toi, tu avais un vrai côté. Tu étais avocat à l'international, pour le coup, tu t'as fait évidemment. Donc là, Overlord, pour toi, c'est pas un problème d'internationaliser le... Non, au contraire, c'est comme on internalise un cabinet d'avocats qui va avoir des best friends partout. Par chance, j'ai fait Columbia dans le LLM. Le LLM, c'est un vivier de talents étrangers. Et tu as des portes d'entrée dans tous les pays du monde et tu connais quelques-uns des meilleurs avocats localement. Donc, tu vois, c'est assez facile pour nous de proposer une solution en Suisse, en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, etc., même aux États-Unis. Donc, non, ça fait partie pour le développement, clairement, d'aller à l'international. Okay. Et est-ce que ça a boosté, du coup, comment tu arrives à t'organiser par rapport à ta clientèle de cabinet? Est-ce que ça a boosté le cabinet ou tu as un peu lâché le pied côté cabinet? Parce qu'en fait, il y a un moment, tu as 24 heures dans ta journée. Comment tu organises maintenant? Alors, ça l'a beaucoup boosté, mais pas tellement à mon profit. C'est-à-dire que, au contraire, j'ai des associés et c'est à eux que j'envoie les dossiers qui sortent de ma sphère de compétences. Donc, tu as associé des avocats? Des avocats, oui, exactement. Okay. Associé, tu vois, c'est une association plus ou moins informelle, tu vois, des partenaires, ça dépend comment on le fait. Mais j'ai toute une galaxie de partenaires qui vont intervenir en posture collective, en pays, en taxes, en M&A. Une quantité de leads entrants via Overlord qui est énorme. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup parce qu'un fonds, c'est un consommateur de droit H24. Tu vois, il est tout le temps en train de racheter une société, de la revendre et cette société, il va la manager. Donc, il va y avoir des sujets de recrutement, de contrat de travail, de fiscalité, etc. que moi, je ne maîtrise pas du tout. C'est pas du tout mon sujet. J'ai jamais voulu empiéter, tu vois, sur quoi que ce soit. Je vais pas m'inventer une spécialité. J'ai pas le temps de me l'inventer et je serais très mauvais là-dedans. Donc, j'envoie aux confrères les leads qui sont pertinents. Et puis, tu vois, c'est toujours une question de... Voilà, on travaille dans les deux sens. C'est qui, du coup, qui crée un fonds aujourd'hui? Parce que, du coup, tu rends accessible vachement le truc. Avant, même moi, je me dirais, vas-y, je vends ma boîte, ça y est, j'ai un peu d'argent. Vas-y, je tente mon coup, je peux lancer un fonds, quoi. Mais avant même d'avoir lancé ta boîte, en fait, même en tant qu'entrepreneur, tu pourrais avoir 4-5 potes entrepreneurs qui ont un peu d'argent, qui veulent mettre un pot commun et qui le font ensemble. Nous, vraiment, le pari d'Overlord et de mon cabinet, c'était de démocratiser. C'est de dire, mais attendez, oui, c'est complexe, il y a des règlements européens et tout ça, mais vous en faites pas. On va se poser pendant 1 heure, je vais vous l'expliquer, ça va être très clair dans votre tête, tout ira bien, on va s'occuper de ce qu'il faut. Et vous pouvez faire de l'investissement à une petite échelle. Et au contraire, allez-y, on a vu des trucs dingues, tu vois. Il y a mes copains de chez Campus One que je cite assez souvent, ils sortent d'études et leur projet post-études, ils n'ont jamais été salariés, quoi que ce soit, ils lancent un fonds d'investissement. Vous allez dire, mais attends, vous n'avez jamais travaillé, vous n'avez jamais investi, et vous lancez un fonds, ils lèvent des millions, ils investissent des millions, leur portefeuille se déroule très bien, ils ont un super board, c'est extraordinaire. Et il y en a plein comme ça d'exemples de gens qui tout d'un coup se disent, vas-y, mais j'ai des opportunités d'investissement, et je comprends très bien ce secteur qui va être
tu vois, ça peut être, on a des fils d'agriculteurs qui viennent acheter des forêts avec des fonds d'investissement qu'on leur constitue, tu vois. C'est des profils très atypiques. Tant qu'ils ont une spécialité ou une appétence, on accompagne des fonds en crypto de gens qui connaissent vraiment très très bien ce sujet-là. Ils font des retours exceptionnels et tant mieux. Nous, l'idée, c'est que vraiment celui qui a qui a une compétence, qui a des opportunités en immobilier, en quoi que ce soit, en montre. On a fait des fonds de cartes graphiques, tu vois, des gens qui achètent juste des cartes graphiques pour miner du Bitcoin. On a fait des vaches, on a fait des voitures, on a fait des montres, on a fait de l'art. Enfin, tout ce qui est susceptible de générer un rendement peut faire l'objet d'un fonds d'investissement. Et si quelqu'un a cette spécialité, il vient nous voir, on lui explique comment ça se passe, on lui met la technologie entre les mains et ça se passe bien pour lui, quoi. Après, il doit aller lever de l'argent parce que c'est le nerf de la guerre. Mais justement, notre technologie permet de scaler ça, d'avoir son CRM, de réunir toute sa communauté, de leur pousser des opportunités, d'investir fréquemment. Et l'enjeu, c'est de grossir sous gestion. Et nous, on a... Overlord fait CRM aussi ? En fait, c'est un peu l'un des aspects. C'est-à-dire que comme tu vas gérer ta communauté d'investisseurs, tu en as qui vont être dans tel véhicule, dans tel véhicule. Voilà, exactement. Tu vas pouvoir pousser des emails, tu vas pouvoir pousser des opportunités. Les gens vont pouvoir souscrire aux opportunités. L'idée, c'est vraiment que tu as le one-stop shop pour gérer ta communauté d'investisseurs. Donc, finalement, toi, tu as une base de données, tu la plugues à Overlord et normalement, si elle est plutôt bien ficelée, ça se fait bien. Ouais, ou alors tu la constitues après avoir lancé la tech, c'est ce qui est aussi très, très souvent le cas. Ils ont besoin d'un véhicule juridique, on leur constitue, et là ils peuvent faire leur roadshow, et petit à petit ils vont accumuler 5 investisseurs, 10, 50, et puis ce qui est génial, c'est que sur le long terme, on voit que ça marche vraiment. Moi, ma plus grande fierté, c'est de voir des clients que j'ai accompagnés à 4 ans, qui aujourd'hui vont devant l'AMF pour demander un agrément, tu vois, parce qu'ils ont besoin de passer une étape supérieure, de dépasser les 50 millions d'euros sous gestion ou quoi que ce soit. Ça prouve que, tu vois, quand c'est bien fait au départ, si en plus on a la bonne technologie, on peut accélérer assez vite et arriver à des seuils de rentabilité qui sont intéressants. Ouais, c'est clair. Mais c'est un beau parallèle avec, je trouve, tous les câbles qui n'ont pas de CRM et les câbles qui ont un CRM. C'est comme en sport. C'est dingue que des si gros cabinets n'ont pas d'outils de gestion. Enfin, il y a des grosses boîtes qui n'ont pas d'outils de gestion. Si tu ne mesures pas, si tu n'es pas industrialisé, en fait, tu ne peux pas scaler, quoi. C'est compliqué. Hein. Et du coup, il y a une espèce de communauté Overlord qui s'est créée un peu où, par exemple, tu mets en relation des fonds ensemble qui peuvent justement investir sur des projets. J'imagine qu'il n'y a que des fonds spécialisés qui sont en train de se lancer, parce que c'est un peu comme partout, tout le monde crée sa niche et il doit y avoir des fonds spécialisés en agriculture et des fonds spécialisés en... Alors, ouais, c'est intéressant que tu poses la question, parce qu'on s'est toujours refusé de croiser les managers avec les investisseurs des autres. Ce que je disais tout à l'heure, on sanctuarise les investisseurs, mais par contre, on adore faire du matchmaking entre les managers qui vont apprendre les bonnes pratiques, tu vois, se donner les bons tuyaux, etc. Et donc, soit on organise des événements physiques. Là, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas fait, parce qu'on a été pris par pas mal de choses. Mais à la rentrée, je pense qu'on va faire une petite garden party. On t'invitera avec plaisir. Et donc, ouais, on essaye autant que possible de faire vivre l'écosystème de managers, de jeunes managers qui veulent se lancer, qui vont peut-être se présenter des investisseurs, des opportunités, investir ensemble ou quoi que ce soit. Et ça fonctionne bien. Et toi, tu arrives un peu à... moi, ça m'intéresse grave. Alors, on sort un peu du côté avocat, etc. Mais un bon manager aujourd'hui, tu arrives un peu à déceler quand le mec, justement, c'est parce qu'il est bon en market, il est finalement le côté... Toi, tu vas gérer son côté administratif. C'est un peu ce qu'on fait tous quand on lance une boîte. Vite, je lâche la compta. Vite, je donne à un avocat les statuts, etc. Et je me concentre sur mon activité. Est-ce que tu vois finalement que les bons marketeurs, les bons communicants, les bons gestionnaires, finalement, sont les bons managers de fonds d'investissement où il y a plein de profils Il y a beaucoup de profils, mais c'est sûr que le nerf de la guerre, pour moi, c'est arriver à lever de l'argent auprès de ces investisseurs. Celui qui communique le mieux, qui inspire le plus la confiance, le plus de professionnalisme, c'est lui qui va embaucher, tu vois. C'est ce qu'on dit, hein. Même si tu as un super produit, si tu n'arrives pas à le vendre, tu n'auras pas de boîte, quoi. Alors là, c'est pareil. Peut-être que tu es un très mauvais investisseur, mais tu es un très bon vendeur et tu vas réussir à vendre ton fonds d'investissement et tu vas avoir une boîte. Alors qu'au contraire, si tu es un excellent investisseur et que tu ne sais pas le faire savoir et que tu ne sais pas communiquer dessus ou tu ne sais pas inspirer la confiance, tu auras beaucoup plus difficilement quelque chose. Alors après, bien sûr, sur le long terme, les deux se rejoignent. Les bons produits font les bons clients et ça grossit comme ça. Mais il y a vraiment des profils très originaux. Il y en a qui sont très entrepreneuriaux. Ils connaissent vraiment toutes les bases de l'entreprise. Il y en a qui sont très financiers, ils s'intéressent vraiment aux chiffres. Il y en a qui sont très technologiques, connaissent très bien un domaine particulier ou quoi que ce soit. À chaque fois, ils ont leur force.
souvent des qualités humaines, tu vois, parce que c'est des métiers de relationnel très forts où on doit inspirer la confiance aux gens et on doit accompagner des entrepreneurs dans leur réussite. Donc, tu ne peux pas venir là-dedans en étant totalement bullish ou quoi que ce soit. Donc c'est différents profils et à la fin, j'ai presque envie de dire qu'il y a, tu vois, il y a des secteurs d'investissement il y a un founder market fit, tu vois, de managers qui fonctionne bien. Ok. Ouais, en fonction de si tu crées un produit, si tu crées. Ouais, exactement. Et nous, tu sais, on en industriel. accompagne presque, on en croise 200 par an, on doit en accompagner une petite centaine. Donc on en voit vraiment beaucoup. Ouais. Et ce qui est sympa, c'est on comprend maintenant vraiment comment fonctionne le marché. Donc on arrive à les aiguiller aussi sur communique plutôt comme ça, tente plutôt tel véhicule au départ plutôt que celui-là. Ça, c'est un peu trop complexe. Ça va être très bien. Ah oui, insiste là-dessus, ça c'est ta force. Tu vois, on fait du conseil assez stratégique pour eux maintenant aussi, en dehors de l'aspect strictement juridique. Et toi, alors, pour revenir un peu sur le côté avocat, toi, du coup, tu bosses avec des avocats partenaires. À quel moment je viens t'envoyer un mot en me disant tiens, je pourrais bosser avec Overlord, j'ai ma plus-value pour accompagner, j'imagine, des gens. J'imagine que c'est des spécialités particulières qui vont t'intéresser. Parce qu'au final, un généraliste ne va pas forcément être utile pour toi. Est-ce que tu as des gens qui... Tous les métiers du corporate, tu vois, on travaille avec eux, forcément, moins les avocats qui vont plutôt avoir des sujets pénalistes ou droit de la famille ou des choses comme ça, parce que ça touche plus aux personnes, mais dès que ça touche aux personnes morales et aux corporate, taxes, tu vois, pays, procédures collectives, M&A, levée de fonds, etc. Forcément, on est en dialogue permanent avec eux. On a même fait des marques blanches d'avocats, hein, tu vois. On a créé sur des sites. Donc des cabinets qui utilisent Overlord. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pas en faisant croire, mais si c'est Non, ça. c'est en fait, c'est notre partenariat, tu vois. C'est-à-dire qu'eux, ils vont avoir leur valeur ajoutée sur un aspect et nous, on va gérer derrière la création du véhicule d'investissement dont ils ont besoin. Et on travaille en partenariat et sur leur prestataire de cab. Ah ouais, clairement, on l'est. Et même, on prépare quelque chose de très très gros à une échelle même nationale dans le milieu des avocats. Alors, je ne sais pas encore fait, mais je suis en discussion avec eux. Spoil pas trop. Non, mais surtout, ça sortira peut-être pas. Et je ne sais pas si j'aurai le droit d'en parler comme ça tout de suite. Mais on est très très proche. Tu vois, on s'entend très très bien avec les instances, avec les confrères. On ne se marche pas du tout sur les pieds. C'est en bonne intelligence. Et comme je te dis, on est sur un segment qui est tellement rare. Tu vois, on est peut-être concurrent avec les très très gros cabinets d'avocats, mais ils s'en fichent parce qu'on n'est pas concurrent d'eux, tu vois, on est tout petit, donc en fait c'est des échelles différentes et il n'y a pas de sujet à travailler sur le même marché. Oui, mais parce que tu ouvres un peu justement au grand fond, mais c'est une bonne chose justement. Et puis ça va peut-être pousser le produit à d'autres cabinets justement en disant ah bah tiens, ça a adapté enfin à mon portefeuille client. Mais pour les grosses sociétés de gestion, on va toujours travailler avec des avocats pour le coup spécialisés en fonds et qui sont les avocats historiques de ces sociétés-là. Tu vois, ils vont avoir juste un sujet qui est gérer leur communauté retail, on va le faire, mais par contre ils auront toujours besoin des sujets juridiques classiques que sont la rédaction du règlement, du bulletin de souscription, etc., etc. Donc même quand on commence maintenant à travailler avec des grosses sociétés de gestion, c'est sans concurrence avec les cabinets. Et vous levez des fonds là ? Écoute, on ne l'a pas fait jusqu'à présent. J'ai pu bootstrapper la boîte, financer tout seul à 100%. On était rentable au bout de 6 mois, peut-être un petit peu plus, rapide. Tu vois. Donc ça allait, on a toujours pu payer l'équipe. Et puis comme le chiffre d'affaires croît, on fait croître l'équipe. Parce qu'au tout début, c'est toi qui as mis de ta poche par la chance, j'avais le cabinet qui avait vécu pendant 2 ans, qui avait bien fonctionné. Donc j'ai pu avancer l'argent. Un produit, c'est pas. Non, surtout c'est cher, les ingénieurs français, tu vois, qui sont quand même bien payés. C'est presque 10 000 euros chacun par mois, donc il faut mettre un peu d'argent. Ce que j'ai fait, j'ai pris ce risque-là. Sans aucun regret. Et donc, c'est vrai que maintenant qu'on va faire ce pivot, on va se poser la question de faire une levée de fonds parce qu'on va avoir un changement d'échelle où on va peut-être avoir besoin quand même d'un peu plus d'équipes. Je pense qu'on a les moyens de le faire sur notre base actuelle, mais si on veut accélérer et aller un peu plus vite, notamment sur les sujets internationaux. Toi, tu n'as plus qu'à envoyer un mail et... Ouais, enfin c'est... en copie cachée. À tout le monde. Après, c'est toujours pas facile, mais j'imagine que tu as le réseau pour et donc... Ça peut être... Ouais, si on veut le faire, j'ai pas de doute qu'on y arrivera. Ça demande toujours de s'organiser, c'est un peu de défocus sur la boîte, donc ça peut être un peu frustrant, etc. Mais je pense que ça en vaut la peine quand on a cette ambition. Aussi, on n'a jamais été très clair de l'ambition qu'on avait, et moi-même, d'ailleurs, personnellement, j'ai jamais été très clair. Au début, j'étais content d'être indépendant, puis après, j'étais content de lancer une petite société de technologie, puis je me suis rendu compte que j'allais gagner quelques centaines de milliers, quelques millions d'euros avec ça, c'était cool, mais bon, on pouvait faire mieux. Donc tu vois, là, on est encore en train d'avoir beaucoup
beaucoup plus d'ambition. Je ne sais pas où est-ce que ça va s'arrêter, mais tant que le marché est là... Quand tu parlais de bras droit, c'est pas un associé? Non, c'est un salarié qui était entrepreneur aussi. On a beaucoup de gens qui ont quand même une mentalité d'entrepreneur dans la boîte et qui sont convaincus de notre thèse et notre passion. Donc, on avance comme un seul homme. Ok. Et donc, lui, du coup, gère tout ce qui est marketing, etc. avec toi? Et on gère un peu tout ensemble, tu vois. Il est bien meilleur que moi sur les aspects DAF, tu vois. C'est un très très bon DAF. Moi, je suis peut-être un peu meilleur sur les aspects communication, commercial. On se répartit bien. Donc, je suis un fonds d'investissement en création ou déjà un peu plus mature. Je peux vous contacter et déjà faire, j'imagine, avec grand plaisir, ouais. Bien sûr. Toute personne qui a des investissements et qui commence à avoir des investisseurs. On est même en train de travailler sur une formation, tu vois, pour aider les gens à lancer leur club d'investisseurs. On se dit qu'avec tout ce knowledge qu'on a accumulé, toutes les séances que je passe avec eux, à chaque fois à redire la même chose, je dis bon voilà, je vais faire des vidéos et ils vont pouvoir les regarder et suivre le mode d'emploi pour lancer son... C'est en cours de création, ouais. Je crois que la semaine prochaine, on tourne le premier épisode et on va faire une dizaine de modules comme ça. Pour ouvrir finalement des événements physiques ou... Pour lancer son club d'investisseurs, en fait. Ça va s'appeler créer et animer son club d'investisseurs. Donc, comment tu pars de zéro? Tiens, j'ai juste une idée d'investissement. Tu rédiges ta thèse d'investissement, tu fais des comparatifs, etc. C'est hyper niche, mais c'est et après, tu développes ta communauté, tu la grossis jusqu'à la société de gestion. Et puis, voilà. Si demain, on a un de nos clients qui devient BlackRock, on en sera très heureux. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Et... actuellement, avec parce que j'imagine, toi, tu t'es lancé post-Covid, mais il y a eu un élan de fou en matière d'économie et surtout en matière de levée de fonds, etc. Là, ça s'est un peu calmé. Est-ce qu'il y a quand même des opportunités quand même actuellement qui se développent Il y a plein d'opportunités. Tu sais, par chance, moi, je me rends compte, sur les petites structures, on n'est pas très sensible à la conjoncture macroéconomique, tu vois. Oui, quand tu es Total, des quelques pourcentages de plus, de moins, ça fait un gros impact sur ton PNL. Nous, il y a un tel marché, il y a un tel potentiel de croissance, on ne le ressent pas du tout. Tu vois. Donc il y a encore des milliers de personnes à qui je n'ai pas parlé en France. Les gens sont là, il faut juste se faire connaître, tu vois, améliorer la technologie. Donc non. Et c'est ce que je dis à tous mes confrères qui veulent se lancer ou quoi que ce soit, mais c'est pas grave la conjoncture économique. Enfin, il y a une espèce de liste. Se lancer dans une création de boîte ou en individuel? Se lancer en individuel déjà, tu vois. Il y a toujours les mêmes arguments qui reviennent. C'est 1, j'ai pas l'expérience. 2, j'ai pas de réseau. 3, c'est pas le bon moment. En fait, l'expérience, tu vas la développer en te lançant. Pareil pour tes clients, tu vas les développer en te lançant. T'as des conseils un peu pour ceux qui se lancent justement en individuel? Allez-y. N'hésitez pas. Je veux dire, voilà, surtout dans nos milieux corporate, on arrive à trouver du travail assez facilement. Les gros cabinets ont toujours du mal à recruter. Prenez 6 mois, allez-y franchement. N'ayez pas peur de ne pas avoir aujourd'hui les bonnes compétences ou les bons réseaux, parce que vous allez énormément apprendre en vous lançant. Vous allez apprendre, surtout ce qu'on apprend en cabinet, c'est peut-être 10 ou 15% du travail, pas beaucoup plus, parce qu'en fait, derrière, il faut apprendre à faire de la relation client, de la facturation, des sites internet. Il y a plein de compétences tellement importantes qu'on n'aura pas développées quand on est juste un bon technicien. Donc, il ne faut pas hésiter à se lancer plus ou moins vite. Moi, j'ai fait au bout de 2 ans. C'est rapide. C'est relativement rapide peut-être, mais tu vois, je me rendais compte aussi que la courbe était assez flat au bout de 2 ans. Dans un milieu aussi spécialisé, les gros cabinets ont tendance à te surspécialiser. Et donc, tu n'apprends plus grand-chose, mais tu deviens plus efficient dans la petite tâche que tu maîtrises. Et ça ne m'intéressait pas. Tu vois, je ne voulais pas prendre un ticket, faire la queue pendant 10 ans pour espérer un partnership, puis changer de cap. Puis, tu vois, c'était pas du tout ma mentalité. Donc ceux qui ont cette âme aventurière, allez-y, lancez-vous, ça se passera très bien. Et tu pousses quand même à ouvrir des cabinets. Enfin, on a fait un podcast avec Cyplome, qui est je sais pas si tu connais, un cabinet d'avocats. Oui, c'était mon copain. C'est nos copains en TVA, c'est avec eux qu'on travaille. Clairement, eux, ils ont le même discours, lancez-vous, etc. Et eux se sont lancés dans une niche. Toi, tu pousses aussi à la même... Je pense que la niche, elle a l'avantage de pouvoir être identifiée. Donc c'est sûr que c'est bien, c'est mieux, mais après... se lancer dans l'entrepreneuriat en tant qu'avocat, c'est pas aussi dur que les mecs qui développent du hardware pendant 3 ans, qui font dans le garage, des prototypes, qui lèvent des fonds énormément. Nous, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour se lancer. Même des notaires ont besoin de plus d'argent pour se lancer que nous. Tu vois, nous, c'est voilà, tu as un petit site internet, tu as des petits bureaux, ça suffit très bien. Tu peux même le faire de chez toi au départ, il n'y a pas de sujet. Et tu embaucheras petit à petit. Le marché économique est là. Il y a toujours des gens qui ont besoin de services, de conseils. Voilà, pour peu que tu aies un bon relationnel, que les gens t'aiment assez facilement, que tu sois à peu près compétent dans ce que tu vends, ça se passera bien. Ok, mais allez-y les gars. Ouais, clairement, faut pas hésiter.
Toi, aujourd'hui, Overlord, je finirai un peu là-dessus, c'est d'où viennent les clients? Tu as une idée un peu? Tu traques un peu de... Alors, on a embauché une boîte pour justement ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Donc, on a maintenant un prestataire sur tous les sujets, tu vois, tunnel de vente, Okay. etc. Donc, on commence le travail avec eux cette semaine. Aujourd'hui, clairement, il y a une grosse part qui vient. Je pense qu'il y a 50-50 qui viennent de ma communication sur LinkedIn et 50 qui viennent du bouche à oreille, Okay. de clients qui, Ouais, nous, ça qui commence nous recommandent, tu vois. Et au début, c'était 90-10, et puis ça progresse, et demain sera 60, sans doute. 70, Donc, ouais, voilà. tu seras de plus en plus rare sur LinkedIn, mais justement, Ouais, voilà. Et en même temps, je me force, tu vois, à communiquer. Parfois, j'ai un peu la flemme ou je veux pas le faire, mais non, en fait, c'est mon métier de le faire, tu vois. C'est comme un sportif, si tu veux gagner le championnat du monde, bah, tu t'entraînes le matin. Donc le dimanche soir, tu écris ton post, tu le postes le lundi. Peut-être que tu vas faire un flop, c'est pas grave, mais fais-le. C'est pour ça que là, on va s'obliger à faire un peu plus de contenu, parce qu'on se rend compte que c'est aussi un jeu de juste d'être connu, quoi. Et à chaque fois que tu parles quelque part, et ben, y a des gens qui s'intéressent à toi. Et puis ça, c'est dans grossit, franchement, c'est dans n'importe quelle boîte. Hein. Bien sûr. Nous, on le voit, on a un peu on faisait beaucoup d'emailing maintenant, et on voit que 90% des gens, ils viennent. Personne ne vient s'ils m'ont jamais vu en fait. Ouais, ils ont besoin de voir ma tête et après direct, la relation elle se fait beaucoup mieux. Et même en matière de gestion après relation client, le seul fait d'avoir vu tes posts, le seul fait d'avoir passé du temps avec toi, il y en a ils me disent on commence une visio, j'ai l'impression de te déjà. connaître. Mais bien sûr, ils me disent ça tout le temps, ouais, évidemment. Et c'est génial et du coup ils sont souvent beaucoup plus compréhensifs et derrière toi tu surdélivres. Ça continue et je pense que la bouche à oreille après se fait. C'est ça, après il suffit que tu sois compétent, que tu délivres un bon produit, et tu vas être recommandé, et ça va durer dans le temps, et c'est très bien comme ça. Trop bien. Qu'est-ce qu'on te souhaite? Écoute, la croissance, la croissance toujours. J'ai eu la chance d'être papa d'un petit garçon il y a une semaine. On l'a pas dit, mais félicitations. Merci, c'est gentil. Voilà, le bonheur familial et la croissance professionnelle. Ok. Et je te souhaite exactement la même chose. Ouais, on est bien parti, je pense. Ok. Bon, merci Gaspard. Merci à toi. À très vite.